Évidemment, pour moi, le principal enseignant, du moins le principal fait de cette journée, c'est que, comme tu le disais, il n'y a plus d'équipe invaincue. Les 2 colosses du championnat ont chuté. Je vais pas dire à la surprise générale, mais contre des équipes qui, pourtant semblaient, largement, très largement même, à leur portée. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Tailgate, l'émission 100% football américain des équipes de The Free Agent. Je suis Yaya et ce soir, je vous présente donc notre émission de débrief du mardi matin pour tout savoir de ce qui s'est passé dans votre soirée de dimanche. Avec moi aujourd'hui, j'ai deux acolytes qui sont Sébastien. Salut Seb, comment ça va? Salut Yaya, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bonsoir à tous les free agents qui ont signé des gros contrats bien juteux. Écoute, ça va? Moyen, on va dire, hein. Bon, C'est la petite forme. C'est la petite forme ce aujourd'hui. je crois qu'on va en parler, c'est Ouais. l'événement du week-end. Un peu de teasing quand même. Allez, nous sommes accompagnés par un peu de jeunesse, un peu d'expertise. Il ne sait toujours pas faire cuire des pâtes, mais c'est pas grave. On a Arthur avec nous. Salut Salut. Arthur. Salut Yaya, salut Seb, j'ai appris à faire cuire des pâtes et Ah, salut surtout à tous les agents libres qui ne vont plus être trop libres pendant les prochaines minutes. ah bon, Et voilà. seulement les prochaines minutes, mais non, on va leur trouver un contrat. On a plein d'idées pour ça. Alors, Ils repartent libres après le podcast. exactement. Alors, notre semaine 6 qui a été, riche en événements, beaucoup de blessures malheureusement. Normalement, c'est dans les week 1, mais cette année, ça se décale en week 6. C'est peut-être pour le fait marquant, c'est peut-être qu'il n'y a plus d'un vaincu. Arthur, toi, est-ce que c'est le principal enseignement que tu as eu de cette journée? Le principal enseignement, c'est que j'ai parlé de San Francisco. San Francisco Bah, qui va devoir. attends, oh là, tu vas trop vite mon Pardon. ami. Oula, attends, Attention attendez. à ce que tu vas Bonne dire, heure. attention à ce que tu vas dire Non, non, Arthur, je te surveille. Ah ouais, ça y est, il est parti, il est parti. Attends, il revient. Ah, c'est qu'il allait dire Hem, du mal. oui, non, Arthur, reviens, non, non, reviens non, non. Arthur. Reviens, reviens, je t'ai pas encore menacé. Je suis là, je suis là, je suis là. Non, ce que je te disais, le principal enseignement, après on c'est général. On va rentrer dans le précis tout à l'heure. Allez, Pardon. sois discipliné, hein. Et il y a Flav Oh, pardon. On va dire que c'est la Flav jeunesse. n'est pas là. D'ailleurs, on pense très, très fort à toi, Flav. On est discipliné. Allez, vas-y. Ton principal enseignement de la semaine. Compter sur ses défenses. OK. C'est ce qui a fait gagner plusieurs matchs et voilà. OK, très bien. On reviendra plus tard. Et toi, Seb? Bah, évidemment, pour moi, le principal enseignant, du moins le principal fait de cette journée, c'est que, comme tu le disais, il n'y a plus d'équipe invaincue. Les 2 colosses du championnat ont chuté. Je vais pas dire à la surprise générale, mais contre des équipes qui, pourtant semblaient, largement, très largement même, à leur portée. Je pense en particulier à nos amis des Eagles de Philadelphie. Allez, beh, écoute, eh beh, on va parler de tout ça, messieurs. Eh beh, la première surprise de la soirée, c'est passé du côté de Cleveland et désolé de remuer le couteau dans la plaie pour toi, Seb, c'est la défaite des Niners. Est-ce qu'on peut dire que, il y a eu défaite en partie à cause des blessures? Pour rappel, Christian McCaffrey est sorti, Deebo Samuel aussi et Trent Williams, pareil, est sorti, re-rentré, mais la cheville a un peu sifflé. Est-ce qu'on sait que le club de San Francisco a été sujet aux blessures dans le passé. Est-ce que les fantômes du passé ne vont pas ressurgir? Souhaitons que non, souhaitons que non. On va essayer de garder la tête, un petit peu froide. Heu, Cleveland, une des plus fortes défenses de la ligue, c'était évident que c'était un match piège et comme je l'avais annoncé dimanche, jouer à Cleveland, c'est pas facile.
Les Niners ont eu de toute façon d'entrée de jeu beaucoup de mal à dérouler leur jeu habituel, hein. C'était, vraiment beaucoup moins fluide que ce qu'on a pu voir les semaines précédentes et il est évident que quand tu as 2 de tes playmakers principaux, Deebo Samuel et Christian McCaffrey, qui sortent, alors McCaffrey qui est re-rentré pour finalement ressortir, Deebo Samuel qui lui est sorti, pour de bon et qui a, semble-t-il, pardon, une épaule, dans la boîte à gants même si, même si on en saura certainement un petit peu plus dans les jours qui viennent. Quand tu as, ce tel niveau de productivité pour ton attaque qui se retrouve dehors, forcément, même si sur le banc tu as des personnes compétentes, c'est compliqué, de t'ajuster et ça a été compliqué de s'ajuster. Il faut quand même pas oublier que le fait de ce match, c'est que les Niners, ils perdent cette rencontre sur un coup de pied raté, sur un coup de pied de 41 yards qui passe à côté et que, précédemment, il y en a eu un autre de alors je crois de 53 yards si ma mémoire est bonne, on me corrigera si je dis une bêtise, qui est passé à côté aussi. Donc les blessures n'ont rien arrangé, il y a aussi eu ce gros problème d'imprécision et puis les pénalités des 2 côtés, bon sang de bonsoir, ça a été infernal à suivre comme match, il a été particulièrement haché par les pénalités, donc il y a aussi un problème de discipline. Mais tout à fait. Il a fini, chez nous, il était 3 heures du matin tellement il y a eu des pénalités. Sans Au moins. exagérer, bien entendu, hein. Non! Toujours dans la Hem, pour toi, Arthur, est-ce que, les blessures de Christian McCaffrey et Deebo Samuel font que, ça risque, de compliquer la saison des Niners ou bon an, mal an, ça pourra, faire quelque chose malgré tout, ça n'aura pas d'influence et ils vont quand même cruise control, jusqu'à la fin de la saison? Alors là, justement, ça va être justement la grosse chose, la grosse chose à aller regarder dans les prochaines semaines pour San Francisco, parce que forcément, la blessure de ces deux joueurs, elle va se ressentir en attaque. Mais faut pas oublier que quand même San Francisco, c'est une grande équipe et ils ont quand même un quarterback euh, quand même exceptionnel, on peut le dire. Donc il faudra voir surtout comment celui-là s'adapte après la perte de deux joueurs, s'ils ne reviennent pas vite, sachant qu'en plus les prochains matchs, c'est des matchs plutôt à piège, avec bon, peut-être les Vikings qui sont forcément très abordables. Puis après, ils vont enchaîner sur des Bengals, on ne saura pas leur forme, mais surtout des Jaguars la semaine d'après. Ouais. Justement, en parlant de ça, merci de me faire une passe décisive, Arthur, je te remercie. Hem, on a vu Brock Purdy en difficulté sans, Christian McCaffrey, sans Deebo Samuels. Est-ce que le fait que, ces 2 joueurs, le running back et le receveur, soient absents, ça a joué sur la performance de Purdy ou est-ce que ou à contrario, est-ce que, plutôt ces 2 joueurs ont magnifié sa performance et son réel niveau ou est-ce que c'est un peu entre les 2? Seb? Heu, rebondir, il faudra bien. Il Oui, faudra bien. Difficile à savoir pour le moment étant donné que Purdy, il a toujours été, entouré par ce cast. C'est d'ailleurs une des critiques qu'on va souvent, adresser vis-à-vis de Purdy, c'est qu'il est très, très bien entouré. Oui, mais, tous les bons quarterbacks ont toujours été très bien entourés, donc c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. sauf Ça va Daniel être pour Jones. oui, Sauf Daniel Jones qui est le sauf seul qui n'a jamais été bien entouré et tout le monde se moque de lui. Bref. on a dit les bons quarterbacks. Ah Heu merde, c'est ça. Ça oui, oui, tu raté, tu raté l'occasion de te taire mon yaya, je suis désolé, mais celle-là, tu me tends une telle perche que je pouvais pas la louper. Heu, Oh! C'est pas mon genre. donc on ça ce sera intéressant à voir. Après alors attention, pour le moment, on connaît pas les indisponibilités, on connaît pas la gravité des blessures. Il faut éviter de se monter la tête. Il y a encore des free agents qui sont disponibles. Est-ce qu'il faut aller chercher un autre running back? Peut-être, peut-être pas. C'est un petit peu trop tôt à mon avis, pour le dire. Le match contre une équipe comme, les Vikings, match à venir donc, prochain match à venir pardon, va être pour le moins intéressant, au moins sur ce plan. D'accord. Toi, Arthur, le fait que Brock Purdy se retrouve sans ses 2 BFF, pour toi, et sans parler, non plus de Trent Williams, pour toi, c'est un facteur qui va montrer sa valeur? Est-ce qu'il va être capable de
magnifier certains joueurs ou alors baisser de production? Est-ce que toi, c'est quelque chose qui va changer la donne? Ça va être un immense facteur parce que forcément tout le monde lui tombait dessus, comme quoi c'était un quarterback de système, il performait juste parce qu'il avait des bons joueurs et je pense que là, ça va justement être l'occasion pour lui de montrer que les autres ont tort et que c'est un très bon quarterback. Je suis persuadé que Brock Purdy va réussir, qu'hier c'était un mauvais jour. Tous les quarterbacks ont déjà connu un mauvais jour. Là, il fallait que ça arrive après tant de matchs gagnés. Donc, je ne suis pas le plus grand fan de Brock Purdy, mais je pense sincèrement qu'il va réussir malgré l'absence de ces grands joueurs. Ok. Juste une petite question pour vous deux, d'ailleurs, répond qui veut. Est-ce que Cleveland n'a pas montré la voie pour battre ces Niners, c'est-à-dire grosse défense et encore grosse défense? Bah, sans doute, mais tout le monde n'a pas les moyens en défense dont disposent les Browns de Cleveland. Je te rappelle que Dallas aussi, hein, avant d'aller à San Francisco, c'était grosse défense. C'était une défense qui prenait à peine 10 points par match. Ils en ont pris 42. Euh, Là, Oui, la défense la défense de Cleveland, leur point fort, ça a été de réussir à faire déjouer l'offense de San Francisco. oui, et surtout Garrett a gagné tous ses duels quasiment. Il a mis la pression tout le match. Arthur? Oui, forcément, les équipes qui auront les plus grosses défenses pourront justement venir à bout des 49ers. Après, faut aussi prendre en compte que peut-être que Brock Purdy était dans un mauvais jour et que dans un bon jour, ça sera pas aussi facile de les battre. Enfin, même si je dis pas que ça a été facile. Mais je pense aussi déjà d'ailleurs que San Francisco a notamment perdu sur de la maladresse de Jake Moody. Je lui tombé dessus, mais il a coûté le match à San Francisco il y a 2 reprises. À 2 reprises, il avait l'occasion de marquer des points. Et vous voyez, 3 points et 3 points, ça a été décisif pour la victoire. Et ça se comptera peut-être à la fin de la saison. Donc toi, tu es du genre à vilipender un pauvre kicker. Bon, d'accord, ok. Merci Arthur. Toi, non, blague mise à part, tu penses pareil, Seb? Est-ce que pour toi, ça vient du kicker ou est-ce que le match devait être gagné avant et quand il y avait 10-0, plier la boutique? Faut faire avec les circonstances du jour. Là, il se trouve que le match, il a reposé sur le kicker et que le kicker s'est loupé. Bon, peut-être un jour sans, hein, pour lui, je sais pas, mais il faut faire avec les circonstances. Bien sûr que dans un monde idéal, tu as plié ton match à la mi-temps, mais on vit pas dans un monde idéal. Là, les circonstances de jeu étaient ce qu'elles étaient, l'opposition était ce qu'elle était, surtout. Et parfois, il faut que tu aies un joueur qui step up. Il fallait que ce soit lui. Il n'y est pas parvenu, ce qui en met quand même deux à côté. Même s'il il passe le premier, c'est plus le même match. Ok. Arthur, des Après, choses à rajouter? faut également prendre en compte, je remets pas toute la faute sur le kicker non plus. C'est juste que bon, forcément c'est dommage, mais et oui, forcément le match aurait dû être plié. Il menait 10-0 et après il y a peut-être aussi un petit peu de part de la défense dedans, mais on va dire que c'est un jour sans pour San Francisco, ça arrive. Il fallait forcément que ça arrive dans la saison. Après, Ça arrive. faut pas oublier qu'en toute fin de match, tu as aussi Shanahan qui met du temps à demander à ce qu'on spike la balle, alors qu'il y avait peut-être la place pour gratter encore 3-4 yards sur une phase de jeu pour rapprocher un petit peu le coup de pied, hein. Le coaching n'est pas tout à fait exempt de fautes non plus enfin plus exactement le game management est pas tout à fait exempt de fautes sur le score final. Bon, ok. Euh, Dernière chose sur ce match, accident de parcours ou mal plus profond? Pour le moment, accident de parcours. On verra plus tard. C'est un peu tôt pour tirer des conclusions. Arthur? On va dire accident de parcours, mais c'est également un avertissement pour la suite. Faut pas se penser entre guillemets trop fort, Ok. même s'ils le sont. On voit, toi, Arthur, que tes annotations marquées sur le carnet de correspondance quand tu étais à l'école, ce que tu es toujours.
Autre équipe qui a perdu à la surprise générale et qui a perdu son invincibilité, ils sont un petit peu en miroir, c'est les Eagles. Les Eagles qu'on avait mis un peu sur la sellette, qui sont passés tout près de la correctionnelle le week-end d'avant contre Washington, qu'on trouvait à l'œil un petit peu poussif, ils sont tombés. Pour vous, est-ce que c'est un accident de parcours? Je vais poser la question tout de suite. Ou est-ce que le mal est plus profond? Arthur. Les Eagles déjà sont tombés sur une défense qui est quand même loin d'être ridicule. Donc j'ai envie de dire accident de parcours, mais beaucoup moins que San Francisco. Le match devait être gagnable logiquement, mais Jalen Hurts n'a pas su s'adapter à la défense et a justement lancé l'interception décisive en toute fin de match qui a condamné les Eagles. Seb? Alors, je vais être un petit peu moins nuancé que toi. Moi, mon avis, c'est que toutes les petites erreurs que l'on a vues de la part des Eagles depuis le début de la saison, en fait, elles se sont toutes cumulées ici. Ça a été quasiment cathartique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils font 4 turnovers sur ce match. Et déjà en cours de saison, on disait attention, les pertes de balles, ça peut être dangereux. Le jeu de course, il a été complètement étouffé. Attention, le jeu de course, il y a des fois, il ne performe pas comme il devrait. Il y a eu des ballons relâchés sur les réceptions. Il y a eu un fumble sur les trois interceptions de Jalen Hurts quand même. Tu en as deux qui sont complètement à mettre à son crédit, et notamment, comme tu le disais Arthur, celle de Tony Adams à 1 minute 50 de la fin. Et on se disait, ce club monte en puissance parce que ces erreurs, finalement, malgré elles, ils arrivaient toujours à s'en sortir. Et puis, ce coup-ci, ça n'a pas fonctionné. Alors, faut toujours espérer pour eux qu'ils montent en puissance, parce que je ne sais pas si vous avez vu le calendrier qui les attend. Il y a les Dolphins, ensuite les Commanders, bon, ça c'est gagnal, les Cowboys, les Chiefs, les Bills, les 49ers et encore les Cowboys qui arrivent. Oui. Ouais, moi j'appelle ça un calendrier musclé. Oui, mais sur la fin de saison, il y a les Giants. Donc, bon, on peut se dire qu'il y a des Il y a victoires. 2 fois les Giants sur la fin de saison, donc ça va être oui, ils vont faire jouer l'équipe B, ils vont faire jouer les réservistes. Non, alors ça, c'est uniquement à Washington pour que Washington se qualifie en playoff, s'il te plaît. Mais voilà, là, ils ont une série de matchs dans l'ensemble musclés qui arrivent. Et effectivement, on va avoir confirmation si ce club monte en puissance et que contre les Jets, c'est un accident de parcours, ou si effectivement, les erreurs qu'on a constatées s'accumulent, s'agrègent, et si ça va mener à une contre-performance, puisque rappelons-le, hein, Philadelphie, c'est des vrais contenders. S'ils sont en finale à la fin de la saison, ce ne sera pas une surprise. Complètement. Juste une petite chose, est-ce que le fait du match, et qui explique en partie la performance K1K de Jalen Hurts, c'est la blessure de Lance Johnson, qui se blesse à nouveau. L'année dernière, il était blessé et ça coïncidait avec la baisse de régime. Il revient pour les playoffs, ça gagne. Et là, il se reblesse à nouveau. Pour vous, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet? Ouais, tu vas loin là. tu vas loin. Bah, c'est quand même il est listé comme le meilleur tackle droit de la ligue. Non, je veux dire, c'est difficile de décorréler son absence, surtout en cours de match, de la défaite. Certes, faire la relation comme tu l'as fait d'une saison à l'autre, ça va peut-être un petit peu loin. Néanmoins, effectivement, quand tu perds un joueur de cette valeur, en particulier sur ta ligne offensive, c'est très compliqué là aussi de t'ajuster. Ok. Arthur? Ouais, même avis. Enfin, tu vas peut-être un peu loin sans vouloir, avec tout le respect, hein, attention. Mais, Oui, alors, mais c'est sûr que. attention, Arthur, attention. Avec tout le respect, voilà. Moi, Non, mais depuis le temps, je te c'est. respecte plus, moi, c'est fini ça. Oui, d'accord, Aïe. ok, merci les gars. Bon, excusez-moi, je remplace Flav ce soir, je voulais faire comme lui, hein, excusez-moi, hein, je voulais te faire un peu fielleux, bon, bah, ok. Ok, bon, bah, d'accord, on rigole pas.
on parlait de la défaite mais, des Eagles, mais est-ce qu'on peut parler aussi de victoire des Jets et les Jets qui sont sur 2 victoires d'affilée, est-ce qu'ils sont pas meilleurs que ce qu'on pensait? Mais c'est pas un Alors, vas-y Sébastien. ah, Ah oui, vas-y, excuse-moi. c'était intéressant ce que tu disais Arthur, vas-y, je veux Ah, t'entendre là-dessus. Vas-y. alors victoire oui, mais victoire de la défense, parce que l'attaque des Jets n'était pas présente, c'était inexistant, j'ai envie de dire. Franchement, il y a juste à regarder les statistiques, enfin, que ce soit la ligne offensive pardon, au niveau des 5 encaissés, au niveau des yards, Zach Wilson qui fait encore un match bon, un petit peu compliqué, 186 yards, aucun touchdown et aucune interception. Comme on le répète assez souvent, c'est les attaques vous mènent en playoff, mais c'est les défenses qui vous font gagner les matchs de playoff, ou un truc comme ça. Non, Enfin, vous m'avez c'est compris. l'attaque vous fait gagner des matchs Pardon. et la défense vous fait gagner des championnats. Voilà. Pardon. Ça revient. Ouais, voilà. Non, ça revient pas du tout à la même Donc chose, là, mais oui, là, oui. là, c'est une grosse victoire de la défense des Jets, mais pas de l'attaque. D'accord, oui, mais malgré tout, ils méritent le crédit, les crédits là-dessus quand même, Arthur. Bon, oui, oui, mais j'ai envie de dire que c'est quand même la défense qui leur a servi la victoire sur un plateau d'argent. Mais oui, oui, forcément, il y a quand même un petit peu une petite part de l'attaque, mais moins élevée. Alors, j'entends tes arguments, mais Brice Hall, quand même, qui l'année dernière, s'il avait fait la saison complète, aurait été Rookie of the Year, revient en production. Oui, Arthur? Ouais, Non? Tu veux pas répondre? ouais, C'est dur. Brice, ouais, Tu moi, je suis. m'entends? Je t'entendais pas, non. Pardon. Mais vas-y. Je... Non, non, Sébastien, il parlait. Ouais, moi, je vais prendre la défense de notre Tigrou national, parce que Brice Hall, oui, il revient en forme, et sur ce match-là, c'est 12 courses, 39 yards, un touchdown, ok, mais c'est quand même pas fifou. Offensivement, c'est vrai que c'est pas terrible, mais par contre, excusez-moi, la défense sur ce match, ça fonctionne, hein. Avec Bryce Huff qui fait un sac et demi, mais le chiffre absolument fou, c'est qu'il fait 9 pressions sur le QB, une défense qui certes alloue 348 yards, qui provoque seulement 2 sacs, mais ils provoquent 4 turnovers, dont 3 interceptions, sans leur cornerback titulaire, parce que Sauce Gardner et DJ Reed, là, ils sont en infirmerie. Et il ne faut pas oublier que c'est la première victoire de ce club sur Philadelphie. Pas la première depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 10 ans, la première des Jets. Rien que pour ça, ils peuvent déboucher le champagne. Donc, très très grosse performance défensive. Offensivement, là je suis d'accord avec Arthur, c'est pas la fête. Après, attention, hein, des équipes avec des grosses défenses et des attaques qui font le minimum syndical, ça fonctionne aussi, hein, pour aller en playoff, pour remporter un championnat. Je ne dis pas que les Jets en sont là, mais il y a peut-être leur valeur est peut-être à chercher ailleurs que là où on le pensait. Oui, ils sont. La blessure. En fait, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que on pensait qu'avec la blessure de l'homme de la caverne, Aaron Rodgers, tout s'écroulait. Mais finalement, c'est pas si mauvais que ça. Ouais, C'est ce que je veux dire. bah, en tout cas, ça tient encore debout, hein. Pour le moment, la cabane est loin d'être tombée sur le chien. Ils sont 3-3, ils sont à une victoire de Buffalo. New England est loin derrière. Ils sont en troisième position, ils sont postés, ils ont un coup à jouer. Après, attention, ils ont un calendrier qui arrive qui n'est pas forcément facile, parce qu'on a le derby new-yorkais, certes, la semaine prochaine, qui, à mon avis, est très ouvert. On a ensuite les Chargers, on a les Raiders. Les Raiders, on ne sait jamais ce qu'on a. Ils ont les Bills, ils ont les Dolphins, ils ont les Falcons, ils ont les Texans et encore les Dolphins. Donc là aussi, pour eux, le calendrier, il est musclé là dans les semaines qui viennent. Ouais, totalement. Arthur, un mot avant de passer à autre chose? On les a peut-être enterrés trop vite, justement, les Jets, mais pour l'instant, ça tient. Maintenant, faut toujours attendre de voir s'il va y avoir la montée en puissance de Zach Wilson, comme on avait pu peut-être l'espérer face à Kansas City.
Bon, pour l'instant, c'est pas ça. Mais il faudra voir s'il arrive quand même à mener à faire, à faire, faire gagner son équipe parce que c'est vrai que là, ils ont un coup à jouer. Ils ont réellement un coup à jouer avec ce succès. Bon. Autre équipe qui revient à l'équilibre après 3 défaites inaugurales, et ils sont sur une série de 3 victoires et c'est nos amis, des Bengals. Alors, mon cher Arthur, c'est toi le fan officiel, des Bengals. Avec la victoire contre Seattle et le fait qu'ils reviennent à 3-3, est-ce qu'ils sont back in business dans la course à la FC Nord? Alors j'ai envie de dire oui, parce que ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire de revenir après leur début très très mitigé, voire nul, pardon. Après, la victoire, elle fait un petit peu. Ça cache beaucoup de choses. Certes, ils reviennent à 3-3, mais de ce qu'on a vu à Arizona, bah, c'était pas la même chose face à Seattle. On avait une attaque qui était encore une fois très très compliquée. Joe Burrow qui fait un match une nouvelle fois compliqué. Cincinnati qui se fait encore sauver sur sa défense, et notamment sa ligne défensive. En red zone, donc dans les 5 derniers jeux de Seattle, c'était 2 field goals et je crois 2 interceptions pour un turnover on down. C'était quelque chose comme ça. Donc maintenant, ils ont une semaine de repos avant d'affronter les 49ers, donc ce sera l'occasion d'ajuster tout ce qui ne va pas et peut-être d'assister à un très grand match de NFL. D'accord. Toi, Seb, tu les vois revenir, pour, viser la tête de cette division? Bah, au moins sur le papier, effectivement, ils sont back in business. Certes, ils sont, derniers de la poule, mais il faut pas oublier que les 2 qui les précèdent, ont un match de moins. Mmh. Pittsburgh est 3-2, Cleveland est 3-2 également. Donc ça veut dire que les 3, en dehors de Baltimore qui est à 4 victoires, toutes les autres équipes sont à 3. Donc sur le papier, ils sont back in business. Dans ce qui est de positif, c'est que ce qu'on a pu constater, hier soir, c'est que la blessure de Joe Burrow semble être derrière lui. Il semblait, avoir quand même beaucoup plus avoir retrouvé sa superbe, de la saison passée. Ils ont équilibré leur bilan. Il ne faut pas oublier que la saison dernière, dans la même fin octobre, ils étaient 4-4 et qu'ensuite ils n'ont plus perdu jusqu'au championnat AFC. Il y a une défense qui a step up quand il le fallait. Ils ont stoppé 2 voyages dans la red zone de la part de Seattle dans les 2 dernières minutes et quelques du match. Ils ont forcé 2 interceptions de Joe Mixon, pardon, de Geno Smith. Je suis en avance sur mes notes. Donc 2 interceptions forcées de Geno Smith. Tout ça, c'est pour le positif. En revanche, attention à une attaque qui est irrégulière parce qu'il commence très très bien le match avec 2 TD en 2 drives et après ça se délite, ça punt, ça avance plus. On a un Joe Mixon qui est à nouveau décevant avec 38 yards en 12 portées. Jamar Chase, il fait 6 réceptions, 80 yards. Il a fait le plus gros de son travail dans les 22 premières minutes du match et après il a disparu. Donc faut faire attention à ce type de passage à vide qui pourrait leur coûter cher contre des équipes qui appuient un peu plus sur l'accélérateur que Seattle. Et comme tu le disais, Arthur, leur prochain match le 29, c'est les 49ers. Et ensuite, il y a les Bills, il y a les Texans qui sont dangereux, et après, il y a les Ravens. Donc, ça va rigoler aussi moyen sur le mois qui arrive. OK. D'autres choses à dire, Arthur, sur tes Bengals? Le même problème continue année après année, pardon. La ligne offensive encaisse encore, à mon goût, trop de sacs. Donc là, c'était 3 en l'occurrence, mais c'est 3 sacs de trop. Et Joe Burrow est souvent dépourvu de temps après, parce que la ligne offensive cède assez rapidement. Et ils ont aussi peut-être perdu pendant quelques temps Orlando Brown Jr., leur offensive tackle. Et ça peut valoir cher dans la ligne offensive, sachant que c'est la grosse recrue de l'intersaison à ce poste-là. OK. OK, OK. On va passer maintenant à, pour moi, une des belles surprises, une des belles histoires, une autre équipe qui revient à 3 victoires, 3 défaites, c'est les Houston Texans.
les Houston Texans qui ont été s'imposer à domicile contre les Saints. Ils sont à 3 victoires, 3 défaites, comme je vous l'ai dit. À domicile, un bilan de 2 victoires, 1 défaite. Et CJ Stroud qui continue de performer. Il a fait sa première interception, mais derrière, il s'est repris et a lancé pour presque 200 yards. Est-ce que pour vous, est-ce que c'est possible que, malgré tout, on voit les Houston Texans avec une fiche positive? Seb. Bah, pour le moment, oui, tout s'y prête. Comme tu le dis, la série de CJ Stroud de passes sans interception s'est interrompue à la 191e quand même. Ce n'est pas rien. Ils sont 3-3, ils sont voilà, milieu de tableau de leur poule. Devant eux, il y a Indianapolis qui a très exactement la même fiche. Ça se fait vraiment au différentiel de points marqués. Stroud, pour revenir sur sa performance, certes, il lance sa première interception, mais il a évité les erreurs qui auraient pu faire basculer le match. Il a été bien aidé par le jeu au sol, qui a enregistré 120 yards contre une défense des Saints qui d'habitude est plutôt performante dans ce domaine, puisqu'avant ce match, elle concédait 91,6 yards par match. La defensive line a mis la pression sur Derek Carr, sur 48% de ses dropbacks. Ils l'ont saqué 2 fois, mais attention, il y a quand même une défense antiaérienne qui laisse passer 353 yards. C'est une défense qui a quand même su faire les stops quand il le fallait, notamment sur les 2 dernières possessions de la Nouvelle-Orléans. Il y a une interception en fin de match qui permet de préserver la victoire. L'effet de Meco Ryans se fait sentir. On commence à parler de lui pour l'award de Coach of the Year. À mon avis, c'est un petit peu trop tôt pour y penser, mais si on prend comme critère que le Coach of the Year, l'award du Coach of the Year, il est décerné au coach d'une équipe qui a mieux performé que ce à quoi on s'attendait, oui, pourquoi pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de portes ouvertes pour Houston. Attention quand même, elles peuvent se refermer aussi vite. Là aussi, ça va se jouer sur la difficulté du calendrier à venir. Arthur, tu les vois en positif? Franchement, ça me paraît loin d'être ridicule cette saison. D'accord. Après, les voir en playoff, ça va être compliqué, mais déjà, s'ils finissent sur un bilan positif, ce serait déjà une très très grosse progression avec CJ Stroud dans les rangs. Certes, il a lancé sa première interception, mais le petit jeune qui est plus vieux que moi, il est loin d'être ridicule. Après, je vais revenir vite fait sur la défense. Comme tu as dit, Seb, c'est pas la meilleure défense, mais ils ont quand même su faire les stops quand il le fallait, notamment sur les force down de la Nouvelle-Orléans. Ils en ont pas encaissé. Et la ligne offensive d'ailleurs de Houston qui n'a encaissé, j'ai envie de dire, que 2 sacs, ce qui permet à CJ Stroud d'avoir quand même pas mal de temps pour lancer. Ok, ok. On va rester dans l'AFC South. Il y avait un match de division entre les Jacksonville et les Jaguars qui recevaient Indianapolis. Alors un match un petit peu bizarre puisque Jacksonville a mis l'écart tout de suite et après Indianapolis est revenu un petit peu en faisant un petit peu peur à Jacksonville. Pour vous, est-ce que Jacksonville est déjà champion de division? Je vais aller cash, direct, droit au but. Si leur défense réussit à reproduire la performance de ce week-end, oui, pourquoi pas, parce que grosse journée pour leur défense quand même, avec 3 interceptions et un fumble provoqué. Ils limitent Indianapolis à 44 yards au sol. Foye Olokun qui réalise 15 plaquages, c'est juste dingue comme chiffre. Et il force un turnover and down sur les 2 dernières possessions des Colts. C'est une défense qui prend beaucoup de ballons. Ils sont à 15 turnovers sur la saison. À côté de ça, il y a une attaque qui n'est pas encore parfaite, mais qui a su profiter
des opportunités justement offertes par la défense. Ils ont sur tous les turnovers, ils en ont converti 2 en touchdown et 1 en field goal. Ils ont encore un petit peu de mal à finir leur drive. Ça peut leur porter préjudice peut-être sur le long terme. Mais effectivement, là, actuellement, dans leur division et telles que les choses se présentent, ils sont quand même, enfin là, ils sont dans le siège du capitaine. Ils ont une victoire d'avance sur leurs poursuivants. Ils semblent plutôt bien partis. Arthur? Je pense qu'ils vont être champions de division, mais il faut pas les couronner trop vite, parce que la saison est longue, et les erreurs, ça arrive vite. Après, j'ai quand même envie de rajouter que l'attaque des Jaguars sur le match n'a pas été réellement dangereuse, notamment à la passe, 148 yards de Trevor Lawrence, enfin non, 180 yards pour 2 touchdowns et une interception. Et au niveau des total yards offensifs, Indianapolis mène largement. Donc après, je pense que bon, quand même, les Jaguars vont pouvoir, avec les prochains matchs, prendre le large. Ils jouent notamment les Saints ce dimanche et, pardon, et les Steelers la semaine d'après. Donc franchement, ça me paraît réellement atteignable. Ok. Trevor Lawrence qui a été blessé, mais qui visiblement a rassuré tout le monde après le match. Alors, oui, il y a eu beaucoup de yards du côté d'Indianapolis dans ce qu'on appelle en NBA le garbage time. Juste un petit mot sur Indianapolis, qui est une des bonnes surprises de la saison. On les pensait au fond du baril, comme dirait un certain Seb. Euh, Avec la blessure de Richardson, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre avec Gardner Minshew qui a fait le job, mais là, 3 interceptions qui ont fait que c'était un peu trop pour pouvoir faire autre chose. Est-ce qu'avec Minshew, on peut s'attendre à des miracles, Seb? Alors, mon avis sur la question, qui n'a que la valeur d'un avis, c'est que Minshew, il a performé quand il a fallu remplacer Anthony Richardson en cours de match. Et là, ça a fonctionné parce que en face, tu as une équipe qui se retrouve en opposition avec un quarterback pour lequel elle ne s'est pas préparée. Et alors, je vais pas dire que c'est l'effet de surprise, que s'il y avait un effet de surprise Gardner Minshew, je veux dire, ça se saurait depuis le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut te mettre une défense off balance et que le temps qu'elle s'ajuste, ou qu'elle ne s'ajuste pas, d'ailleurs, ça peut permettre de faire basculer un match. Le problème, c'est que maintenant, Minshew, il se retrouve dans la peau du titulaire, que les clubs vont se préparer pour lui, et je pense que parce que, bon, faut le dire, ce week-end, ça a été un flop. Ce flop-là, malheureusement, il est symptomatique de ce qui va se passer quand un club aura le temps de se préparer contre lui, puisqu'il était évident que Anthony Richardson ne pourrait pas tenir son poste ce soir-là. J'ai peur que ce soit compliqué pour eux. Minshew, c'est un honnête professionnel. C'est un type qui, en backup, fait le job, mais il n'a pas le même type de jeu ni les mêmes capacités d'Anthony Richardson, et on attendait de ses capacités justement qu'elle booste l'attaque de l'équipe. Donc, à voir, mais j'ai peur que ce soit compliqué. Juste une chose, il y a des rumeurs comme quoi Anthony Richardson se ferait opérer de l'épaule et qui dirait saison terminée au moins. Arthur, un mot sur Gardner Minshew, les Colts? Je pense que Seb a tout dit, mais c'est vrai que Gardner Minshew au début, bah, ça fonctionnait. Il faisait le travail comme on attendait de lui. Il a quand même réussi à aller chercher une victoire face aux Ravens, mais là, forcément, avec ce match, ça va être compliqué. Il faut quand même noter que les Colts, ils vont quand même se manger du gros poisson. Ils vont affronter les Browns cette semaine, puis ils vont enchaîner avec les Saints. Et donc, c'est des matchs atteignables, entre guillemets, mais piégeux. Après, il faudra voir si Anthony Richardson reviendra, donc s'il se fait opérer ou non. Mais c'est sûr que c'est quand même dommage de perdre un rookie prometteur dès la semaine 6, voire même avant. Ok, on enchaîne tout de suite.
avec Tampa Bay qui a perdu, j'ai envie de dire logiquement, contre Détroit. Pour vous, est-ce que Tampa Bay, c'était un écran de fumée, un feu de paille, et c'est le retour à la réalité? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont vraiment tombé face à une plus forte équipe? Arthur, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un petit peu des deux parce que forcément, Tampa Bay, ils avaient commencé 3-0, si je me trompe pas. Oui. Et donc là, forcément, bon, ils ont certes enchaîné deux grosses équipes, donc Philadelphie et là Détroit. Détroit qui maintenant je vais considérer comme une grosse équipe. Mais bon, après, le match était compliqué. Ils ont aucun touchdown offensif ni défensif d'ailleurs. Ouais. Baker Mayfield qui fait un match moyen avec 206 yards pour une interception. Le jeu au sol, bon, je vais faire une croix là-dessus parce qu'il y a rien à dire. C'est pas au niveau. Mais non, maintenant, c'est sûr que c'est le retour à la réalité, entre guillemets, et il y a quand même, il y a toujours une place à prendre en play-off dans leur division. Donc, va falloir qu'ils s'accrochent et qu'ils surmontent cette épreuve. Seb? Pardon. Alors, l'opposition précédente avant cette journée de Tampa Bay, ça a été les Vikings, les Bears, pardon, les Eagles et les Saints. En dehors des Eagles, pas vraiment des équipes de premier rang. Ils sont tombés sur une équipe de Détroit qui est solidement installée à la tête de sa poule, qui tourne des deux côtés du ballon, mais on va y revenir plus tard, Oui. je suppose. Moi, je pense que ce qui leur est arrivé lors de ce match, c'est ce qui attend les équipes de leur niveau. Je pense que leur fiche de 3-0, elle a été un petit peu en trompe-l'œil. Je redis ce que je pense que Baker Mayfield, ça fonctionne jusqu'à ce que ça ne marche plus, et que hier, ça marchait plus et qu'ils sont retombés parmi les mortels. Accident de parcours ou pas, pareil, un peu trop tôt pour le dire, mais avec ces équipes de la NFC Sud, c'est toujours un petit peu compliqué d'avoir une idée réelle du niveau, tellement, une fois de plus, je le répète, cette poule est une pétaudière dont la tête est susceptible de changer quasiment chaque semaine, hein. Il y a quand même là aussi 3 équipes à 3 victoires entre Tampa, Atlanta et New Orleans. Et de toute façon, c'est que de cette poule, il y aura certainement qu'une seule équipe qui sortira pour les playoffs, ce sera l'équipe championne. Je suis pas sûr que le classement qu'on a aujourd'hui dans cette poule soit celui que l'on aura quand on arrivera à la 17e journée. D'accord. Ok pour Tampa Bay, mais on va surtout maintenant s'arrêter sur les Lions. Les Lions, est-ce qu'ils vont enfin vaincre le signe indien, gagner leur premier match depuis 1991 de mémoire? Leur premier match, t'es De sûr? playoff, premier match de playoff, Ah, pardon. Et est-ce qu'ils vont y je sais aller? que t'es sévère, mais waouh! Excusez-moi, j'ai tellement l'habitude, mais j'avais vu passer une stat, c'est que depuis le décès de JFK, John Fitzgerald Kennedy en 63 de mémoire, ils ont gagné un seul match de playoff. Est-ce qu'ils vont pouvoir en gagner un deuxième, je l'espère, mais au moins un second? C'est quoi cette stat? C'est dire que Alors, attendez, vous voulez que je vous donne de la stat? Écoutez, j'ai trouvé je suis allé sur l'article des Overreactions d'ESPN et il y a quelque chose que j'ai trouvé qui va te plaire, Yaya. Je te promets que ça va te plaire. Laissez-moi aller jusqu'au bout. On va admettre, les gars, là, autour de ce micro, on a 90 ans. D'accord? Tous. On est né en 1933. 1933, c'est la dernière année où cette franchise s'appelait encore les Portsmouth Spartans. À partir de 34, si tu as suivi les Lions, tu as vu seulement 9 saisons où ils ont gagné 10 matchs ou plus. Ils les ont vus finir 8 fois à la première place. Ils ont vu 4 NFL Championships, qui ne sont pas encore les Super Bowls, hein, attention. Et si tu as 65 ans ou moins, c'est des chiffres qui chutent, mais d'une façon dramatique. C'est vous dire dans quelle ornière ce club, ce club se trouve. Leur dernière victoire de division,
c'est 93. Et à l'époque, ça s'appelait encore, les vieux, ça va vous parler, la NFC Centre, c'était la NFC Central, et il y avait Tampa Bay dans la poule, je vous le rappelle. Et leur dernière victoire en playoff, effectivement, c'est en 1991. Et le casting de l'époque, c'est Eric Kramer, Barry Sanders, Herman Moore. Ils battent les Cowboys lors du Divisional Round et ils se font fumer par Washington lors du NFC Championship Games. Donc c'est vous dire si je pense l'équipe de Détroit que l'on voit actuellement, c'est la meilleure équipe de Détroit que l'on ait vue de notre vie, quel que soit votre âge. Il faut qu'on se rende compte un petit peu de ce qui est en train de se passer du côté de cette franchise. Et je pense que la hype est là, la hype est réelle. Au point où on en est de la saison, la hype est réelle. Oui, clairement, là, toutes les places du Ford Field Stadium sont vendues. C'est du jamais vu depuis je ne sais pas combien d'années. Ouais, là, en plus, là, j'ai pas envie de créer de faux espoirs, je sais pas quoi, mais les playoffs, là, ils y sont. La division est trop peu compétitive pour qu'ils se fassent menacer, parce que Green Bay, c'est bon, mais c'est pas au niveau pour aller titiller les Lions. Les Vikings, ils ont foiré leur début de saison, et Chicago, c'est Chicago. Chicago, c'est Chicago, tout est dit là sur Ouais, cette, alors sur cette écoute, saison. tu n'étais peut-être pas né, mais c'est une franchise avec une très grande histoire. S'il te plaît, respecte un peu les places traditionnelles. Euh, Tu y crois, toi, Arthur, à Détroit? Est-ce que tu En montes dans le playoff, oui, wagon? forcément. Après, moi, j'aimerais bien quand même qu'ils aillent gagner un match en playoff. Après, jusqu'où ils vont aller? C'est ça la vraie question, parce que je- ils ont pas, à part les Chiefs, ils n'ont pas forcément joué de gros matchs, cette saison, parce que bon, les Seahawks, c'est leur défaite. Voilà. Après, Falcons, Packers, Panthers pardon, et Buccaneers, c'est pas du Battent gros les poisson. Mais Chiefs en après, première journée. forcément, les Ils matchs sont battent les gagnés. Chiefs en première journée. Ils battent les Chiefs en première journée. Vous avez la Après, mémoire justement, courte, les c'est gars. peut-être l'effet de la première journée, parce que tous les mécanismes ne sont pas en place. Après, Kansas City, c'est pas du Kansas City comme la saison dernière. C'est moins. Ah, tu tapes le champion en titre quand même pour ta première journée. C'est pas, Sans c'est pas Travis rien. Hein. Kelce. Ça fait partie du jeu, mais tu Oui. tapes le champion en titre. Moi, je retiens le résultat. Après, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus signifiant un petit peu plus tard dans la saison, genre par exemple maintenant. Mais Oui, après, je comprends ce que tu veux dire. après honnêtement, le calendrier de Détroit, il est quand même super accessible. Franchement, on regarde les prochains matchs. Bon, Baltimore, ça va être un gros test pour eux. Las Vegas, ça devrait aller. Les Chargers, c'est aussi un test. Après, je fais une croix sur la suite de la saison, mais c'est bon, c'est quand même toujours aussi atteignable. Bah, justement, ils ont un calendrier très favorable, donc les playoffs, ça semble largement atteignable. Mais après, Après, il faut pas, voilà, attends, faut pas oublier aussi, tu vois, on parle quand même en niveau de scoring de la quatrième attaque et de la neuvième défense. Hein, c'est pas rien. est-ce qu'ils seront préparés justement en playoff? Alors ça, c'est une autre question, effectivement. Est-ce que vis-à-vis de leur opposition en cours de saison, parce que tu as raison sur un point, leur calendrier, il est très favorable. Après, Oui. attention, aller en playoff, je ne suis pas sûr que la marche ne soit pas encore un petit peu haute pour passer l'étape précédente. Si en playoff, alors là, attention, hein, on élabore des scénarios, mais c'est de la fantaisie. Hein, admettons qu'en playoff, ils prennent le premier de la NFC South, c'est-à-dire qu'ils prennent Tampa ou Atlanta au hasard. C'est un match qui est, à mon humble avis, à leur portée. Plus Oui. haut, quand il faudra aller chercher du San Francisco, du Philadelphia, même du Dallas, tu vois, oui, là je suis d'accord, ça va être un petit peu plus complexe. Oui, voilà. Parce que là, forcément, ils ont réellement l'occasion d'aller chercher un bon seed avec leur calendrier favorable. Après, bon, forcément, ça va pas aller au Super Bowl. Je peux me tromper, hein, forcément, mais je les vois pas aller au Super Bowl.
Non, mais on n'en est pas là. Oui, oui, oui. Moi, là où je dis la hype est réelle, c'est Détroit en playoff. Ouais, Et la la victoire. hype est réelle. Parce que je pense sincèrement qu'ils vont aller chercher un bon seed et qu'ils vont du coup se prendre une équipe de, j'ai pas envie de dire de bas de tableau parce que c'est comme les playoffs, mais le moins gros poisson Non, mais des playoffs. Un des moins gros poissons des oui, playoffs. oui, tout à fait. Ouais. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, il faut se souvenir que, par exemple, une équipe comme les Bills avait galéré pendant des années, s'était qualifiée in extremis pour les playoffs et ça avait lancé l'histoire avec McDermott. Et McDermott qui est un coach maintenant réputé. D'ailleurs, ça fait ma petite transition. Est-ce que une petite takes comme ça, si Détroit obtient un bon rang dans la NFC, est-ce que vous pensez que Dan Campbell sera coach of the year? Ah bah ça pourrait faire sens. Ok. Oui, Ça forcément, pourrait oui, faire sens. ça me paraît cohérent. Il a, voilà, il a accompli un travail de construction qui est très intéressant depuis son arrivée. Après, on aime le personnage ou pas avec son approche très très old school du football. Moi, à titre personnel, en tant que vieil imbécile, j'aime bien ça. Ah, alors moi Mais, j'aime pas le côté ouais, 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 les gars, ouais, ouais, tout à la. Mais ouais, euh, bienvenue dans le monde du football. Euh, voilà. Mais non, après, c'est une approche. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est celle qu'il faut, mais il y a de moins en moins de coachs en NFL qui ont ce type d'approche, donc je trouve que c'est bien d'en avoir un qui en plus c'est une approche qui c'est bien quand ça marche. Tu vois, si ça avait tanké et qu'ils étaient à une victoire et 5 défaites, ce serait juste un bourrin. Mais il se trouve que ça fonctionne. bon, ok. Arthur, toi, coach of the year, Dan Campbell, tu signes? Franchement, ça me paraît cohérent. Parce que, après, faut que ça continue. Mais ouais, franchement, il fait du très bon travail. Le travail de reconstruction, il est énorme. Ils sont pas passés loin des playoffs, si mes souvenirs sont bons, la saison dernière. Là, bon, forcément, ils vont sûrement aller chercher le titre de division. Donc, Chers, ouais, coach of chers, the year. Pour l'instant, on est en week 6. Après, il faut relativiser, mais il est dans les candidats. chers auditeurs, vous l'aurez entendu en premier de ma bouche. Allez, pour finir, l'équipe bonbon, j'ai envie de dire, l'équipe que l'on aime suivre, si on aime l'attaque, Miami, encore 41 points. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout avec cette attaque de feu et est-ce que enfin une attaque peut faire gagner le titre en faisant exploser toutes les défenses? Seb, Ça serait une hot take de dire ça. Faut pas oublier que là, contre Carolina, alors même s'ils les ont écrasés 42-21, ils sont quand même retrouvés menés 14-0 à un moment. Après, il faut savoir aussi que en termes de coaching, Mike McDaniel, il aime beaucoup quand son équipe comme ça est challengée. Donc, pas étonnant qu'ils aient passé la seconde par la suite. La recette, on la connaît. Hein. Là, on a Ryan Mostert qui a fait le boulot au sol avec 115 yards en 17 carries et il marque 3 fois. Ça lance des motions, ça joue la play action, ça met Tyreek Hill sur orbite, 6 réceptions, 163 yards, un touchdown. Et puis ça finit par remporter le match. Après, attention à l'arbre qui cache la forêt. On a une défense qui est classée 25e en termes de scoring, 20e en nombre de yards encaissés. Est-ce que l'attaque va pouvoir tenir ce rythme effréné jusqu'au bout de la saison? Et si jamais ce bel ensemble, ces beaux engrenages se grippent, qu'est-ce qui va se passer? Parce que il n'y a pas vraiment une défense à laquelle se raccrocher pour limiter les dégâts. euh, juste une chose, Seb, toi qui, on va dire, un connaisseur, est-ce que tu penses que il ne mérite pas le titre juste pour la célébration de Raheem Mostert à la célébration en référence au film Dodgeball? Si on décernait les titres sur les célébrations, je dirais oui, bien sûr, Ah hein, oui, tout à on est fait. Et d'accord. voilà. Et puis on a eu il y a quelques temps, c'est Tyreek Hill qui a fait une célébration, la Stone Cold Steve Austin, il y a Non, c'est quelques semaines. Diggs. Non, C'est Diggs. non, c'était Diggs. Autant pour moi, c'est Stephen Diggs. Oui. Je confonds. Tyreek Mais, Hill, lui, il prend des téléphones dans le public et il fait et il fait des flips, voilà. ouais, des backflips. Ouais. Euh,
Voilà, donc oui, non, voilà, c'est drôle, c'est the greatest show on grass, à défaut d'être the greatest show on turf. Oui. Mais une fois de plus, est-ce que ça peut tenir, jusqu'au bout? Après, attention, hein, effectivement, c'est du bonbon, c'est super chouette à voir jouer, c'est tellement fun de voir une attaque aussi dynamique, c'est chouette. Est-ce que ça peut aller au bout? On verra. Je suis plus mitigé là-dessus. Arthur, est-ce que toi, tu penses que les Dolphins peuvent résister au froid puisque ils habitent au chaud, même l'hiver, il fait chaud chez eux. Aller dans les combats dans la neige, ça peut être un désavantage. On sait que fut un temps, ils ne gagnaient jamais les matchs en dessous de 0 degré. Alors forcément, ça peut être un désavantage. Après, il faudra voir comment ils s'adaptent. Parce que c'est vrai qu'en Floride, bon, c'est un petit peu le paradis. Mais je voudrais aussi revenir sur le fait que Miami, là, ils vont avoir, comme je dis depuis tout à l'heure, du gros poisson à manger. Ah ben, Notamment, un dauphin qui mange des poissons, excuse-moi, mais ils ont changé les dauphins. d'accord. Non, mais surtout que dimanche soir, ils vont quand même avoir les Eagles. C'est quand même du très très lourd. Je vous invite, si vous pouvez d'ailleurs, à le regarder. Mais Ah bref, ben, tu nous invites chez toi, c'est ça? Ah bah écoute, on vient, On hein. vient, allez, Voilà. on fera j'ai le deux hot dogs de tailgate réserve, en s'il vous plaît. Allez, allez, on est sympa, on amène les chips. Ah, yes. Non, mais, pardon. Plus sérieusement, ils sont fait une frayeur au premier quart-temps avec 14 points encaissés, mais ils ont très bien réagi derrière avec une domination offensive. Mais il faut voir si ça dure. C'est la seule chose, faut voir si ça dure. Ouais, toi, tu penses que c'est juste un hit de l'été, voire de l'automne, et que ça peut se calmer, c'est ça? Forcément, c'est un petit peu la team, l'équipe hype du moment. Mais après, bon, j'ai rien contre les Dolphins, mais après, il faudra voir sur la longévité s'ils tiennent, et notamment, comme tu l'as dit, en hiver. Oui, juste une chose, c'est que en fait, pour eux, il faudrait qu'ils soient first seed en playoff pour pouvoir rester chez eux et pas aller dans les joutes du froid. Mm. Ok, ok. Toi, Seb, tu penses un peu pareil qu'ils peuvent résister au froid, par exemple, à Kansas City en playoff, aller jouer à Kansas City en plein mois de janvier, c'est pas cadeau. Garder le first seed, bien sûr, pour eux, l'avantage du terrain, ça serait considérable. Après, au-delà de résister au froid, il faudra résister au calendrier. Et là, je suis en train de regarder, de vraiment compliqué, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir Philadelphie, ils vont avoir les Chiefs qui se profilent, ils vont avoir les Cowboys et ils vont avoir les Bills. Et il y a les Ravens, autant pour moi. J'avais loupé les Ravens. Donc, il y a quand même quelques écueils sur le parcours qui seraient peut-être susceptibles de les faire chuter. Après, est-ce que ça peut les faire chuter du trône de leur division? Attention, pareil, Buffalo est en embuscade, hein, ils sont juste à une victoire et une fois de plus, les matchs dans la poule, ils vont valoir cher. Ok. Ben, messieurs, est-ce que vous avez des choses à rajouter? Est-ce que vous avez une action que vous voulez noter, quelque chose que vous avez vu, que vous voulez noter? Allez, Seb, tu as quelque chose? Écoute, moi je reste dans ma tristesse et ma dépression après la défaite de ce dimanche et je prie tous les dieux de la terre et même les esprits vaudous pour que l'épaule de Dibo Samuel se remette vite, très vite. Arthur? Moi, ça va être plus symbolique, ça va être le touchdown d'Andrei Iosivas. Son premier d'ailleurs en carrière, qui vient d'être drafté par les Bengals, le jour de son anniversaire, 24 ans. Donc voilà. Oh, c'est mignon, c'est mignon. Je fais un petit cœur avec les doigts. Pour moi, ce sera une fois de plus le holding non sifflé sur Darren Waller à la toute fin du match Giants-Bills. On n'en a pas parlé, mais les Bills ont battu dans le Sunday Night Football les Giants. Encore une fois, les Giants sont à 1/5. C'est la tristesse. Ça, tu sauras ce que c'est vraiment la tristesse quand tu supporteras une équipe, Seb,
qui perdra autant que les Giants. Mais Monsieur, j'ai connu les vaches maigres. J'ai connu les vaches maigres à San Francisco ah aussi. oui, 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 Mike oui. Singletary en head coach, on n'a pas rigolé tous les jours, hein, j'aime autant te le dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, oui. Tu n'es pas comme notre ami Tigrou qui, hop, parce que c'est une équipe hype, les suit. Bon, bah écoute, il connaîtra Mais bientôt les saisons. Mais voilà. Allez, blague mise à part, messieurs, merci de nous avoir éclairés de votre expertise. N'oubliez pas que pour suivre la NFL, ça se passe sur TFA. TFA qu'on peut suivre directement sur le site ou via l'appli. L'appli que vous allez télécharger sur Google Store et sur Apple. Sur l'Apple Store et le Google Play, pardon, j'inverse. Donc voilà, et après, n'hésitez pas à nous suivre également sur les réseaux sociaux. Notez le podcast. J'ai essayé de faire mon mieux avec ce podcast aujourd'hui que j'ai pris comme ça au débeauté et pour remplacer notre ami Flav, que l'on salue bien bas et on souhaite plein de bonnes ondes. Lui, on sait tous pourquoi, chers auditeurs. Voilà. Merci donc de nous avoir suivis jusque-là. 1 heure pile poil. Eh bien, écoutez, on a été parfait. Merci, merci Seb, merci Arthur. Et je vous dis à très vite sur les antennes de The Free Agent. Allez, ciao les gars. Ciao, bye. salut!